Bonjour, soyez les bienvenus. Nous sommes en direct sur Ici, Paris, Île-de-France et également sur notre chaîne YouTube. On inaugure ce matin une série d'entretiens consacrés au municipal jusqu'au mardi 17 février. Nous aurons tous les principaux candidats à la mairie de Paris. Et pour commencer cette série d'entretiens, nous recevons le candidat du Rassemblement national. Bonjour Thierry Mariani. Bonjour. Bienvenue à vous et bienvenue aussi à nos téléspectatrices et téléspectateurs sourds et malentendants qui vont pouvoir suivre donc cet entretien grâce au sous-titrage en direct. Thierry Mariani, vous êtes député européen du RN, que vous avez rejoint en 2019, né à Orange, dans le Vaucluse. Ce département, vous avez fait votre ascension politique au sein de la grande famille de la droite, RPR, UMP, puis LR. Vous avez été plusieurs fois député du Vaucluse, conseiller départemental, régional. Vous avez été aussi déjà maire. C'était de la commune, vous étiez maire de la commune de Valréas pendant 16 ans, de 89 à 2005. Vous avez été également ministre des Transports sous Nicolas Sarkozy et votre vie, vous l'avez partagée entre le Vaucluse et Paris. Alors, pourquoi cette candidature à la mairie de Paris et pourquoi les Parisiens devraient voter pour vous ? Parce que d'abord, je suis comme beaucoup de Parisiens, c'est-à-dire je suis un Parisien d'adoption, c'est-à-dire que vous avez, à juste titre, rappelé mon parcours. Je suis né à Orange, j'ai grandi dans le Vaucluse, mais j'ai toujours eu un pied à Paris. La meilleure preuve, c'est que mes 2 enfants sont nés à Paris. Et vous êtes à l'image de ces députés de France je veux dire, qui ont partagé. Je suis monté à Paris pour faire mes études et après, je suis resté en partie à Paris et 3 jours par semaine ou 4 jours de temps en temps dans le Vaucluse. Voilà, j'ai habité aussi bien dans le 17e, dans les Épinettes-Batignolles, qu'après rue des Francs-Bourgeois ou que plus récemment rue de Courcelles ou dans le 7e. Donc, voilà. Et pourquoi vous feriez un bon maire ? Pourquoi je ferais un bon maire ? Parce que je pense que j'ai une certaine expérience, j'ai le goût de la concertation, j'ai digéré ma ville. Vous savez, j'ai été élu et réélu 3 fois dans une ville que j'avais repris à la gauche. Je ne l'ai jamais perdue. Au bout de 3 fois, j'ai estimé qu'il fallait passer la main. Je pense que dans cette commune de Paris, quand je fais des entretiens avec des professionnels, ce que je m'aperçois, c'est que la mairie sortante gère cette mairie de manière dogmatique, sans parler avec les professionnels. Par exemple, on va parler peut-être du commerce. Il faut, je pense, dans une mairie, savoir dialoguer, savoir partager la décision. Une première remarque, d'abord, je suis le candidat de l'Union des droites, c'est-à-dire que beaucoup de gens en parlent, moi je l'ai fait. C'est non seulement le Rassemblement national, mais l'UDR d'Éric Ciotti ou l'IDL de Marion Maréchal qui me soutiennent. Oui, enfin... Union des droites assez restrictive quand même. Oui, d'accord, mais ça fait, j'allais dire, 3 des 4 mouvements de droite. Vous voulez mettre en place des référendums d'initiative populaire chaque fois que 5% du corps électoral en fera la demande. C'est comme ça que vous comptez gouverner Quand 5% du corps électoral le demande, ça ferait en gros 70 000 personnes à Paris. Ça veut dire qu'il y a un problème et que les gens veulent qu'on leur demande leur avis. Quand j'étais maire de Valréas, j'ai fait 2 fois des référendums. Une fois pour un plan de circulation et une fois pour un centre de déchets. Je constate qu'aujourd'hui, c'est quelque chose... La mairie actuelle l'a fait, mais pour des questions très... je ne vais pas dire subalterne, mais le principal problème à Paris, ce n'est pas le stationnement des SUV, par exemple. Mais est-ce que le résultat de ces référendums serait contraignant ? Bien sûr. Oui. De toute façon, il est contraignant moralement. Voilà, je reprends mon exemple. À Valréas, excusez-moi, j'ai fait 2 référendums. Un sur le plan de circulation, je l'ai gagné. J'ai mis en place le plan de circulation. Un second sur un centre de déchets pour traiter les déchets de la commune. Je l'ai perdu, on a abandonné le projet. Voilà, et je pense que c'est ce qu'il faut faire sans tomber dans l'excès. Je vois des candidats qui disent à chaque fois qu'il y a un projet qui va dépasser 10 millions, on va faire un référendum. Ce n'est pas très sérieux. Il y a, je crois, votre confrère d'une autre télé a fait remarquer qu'il y avait 80 projets par an. Vous parlez de Sarah Knafo qui souhaite faire des référendums au-delà pour tout projet de 10 millions d'euros, mais qui concernerait les aménagements publics, il me semble. Alors, dans cette campagne, il y a un thème que vous mettez particulièrement en avant, c'est celui de la sécurité. Une priorité pour les habitants, d'ailleurs. Vous voulez plus que tripler les effectifs de la police municipale. Alors, avant d'en parler, je vous propose de faire le point sur la situation actuelle avec Antoine Delcourt. Elle s'y était longtemps opposée. Mais en 2019, Anne Hidalgo présente la police municipale de Paris qui entre officiellement en fonction en octobre 2021. Aujourd'hui, cette force de proximité compte 2300 agents et multiplie les patrouilles dans les rues de la capitale. Demande d'enlèvement de véhicules gênants, maraude, les policiers assurent la tranquillité publique et la sécurité des piétons. Pour ces missions, ils disposent de matraques, de bombes lacrymogènes et de gilets techniques, ainsi que des caméras piétons et des voitures avec gyrophares. Objectif,
soulager la police nationale, qui peut se concentrer sur d'autres missions comme la lutte contre le trafic de drogue. Cette collaboration entre plusieurs forces a tenu un rôle majeur lors des Jeux Olympiques selon les autorités. Coût de cette police municipale, 184 millions d'euros en 2021. Dans la campagne pour la mairie de Paris, la plupart des candidats voudraient augmenter les effectifs de ce service. En revanche, les avis divergent quant à l'armement. Contrairement à la police nationale, les agents de la capitale ne disposent jusqu'à présent pas d'armes à feu. Alors Thierry Mariani, vous, pas de surprise, vous voulez armer cette police municipale. Il y a, on l'a vu, 2300 agents formés et assermentés aujourd'hui, enfin, c'était les chiffres de fin novembre 2025, sur 4000 agents au sein de cette direction de la police municipale et de la prévention. Et on a aussi 4400 caméras de vidéosurveillance qui surveillent la capitale. Vous voulez atteindre le chiffre de 8350 agents de police municipale à Paris. Pourquoi ce chiffre exact ? Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas pris au hasard. On a pris la surface de Paris, on a pris la densité en termes de policiers municipaux ou de caméras, c'est le même raisonnement dans les autres villes. Et on a pris aussi, par exemple, New York, qui est une ville où, à un moment, la délinquance avait atteint des sommets. Et en réalité, on s'est calé là-dessus. C'est-à-dire que si on prend la même densité de caméras et la même densité de policiers municipaux, il faut 8350 policiers municipaux à Paris et il faut 15 000 caméras. Voilà, vous l'avez très bien dit dans votre reportage, la mairie sortante, pendant des années, n'a pas voulu s'occuper de la sécurité. Aujourd'hui, je constate que toutes les listes veulent s'occuper de la sécurité. Vous permettrez quand même de reconnaître que le Rassemblement national, c'est une marque de fabrique. Toutes les mairies que nous avons repris, la sécurité a été mise en première priorité, et en général avec du succès. Ça, c'est sûr que sur ce sujet-là, vous êtes constant. Merci. Les 8350 agents, c'est l'objectif pour la fin du mandat ? Oui, bien sûr. Il faut les former ? Oui, il faut les former, il faut les équiper. Et puis, aujourd'hui, un policier municipal en 2025, ce n'est pas la même chose qu'un garde champêtre en 1980. Donc, il y a des vraies formations, il y a des vraies habilitations. Et vous l'avez dit, nous souhaitons qu'ils soient armés parce que qu'ils soient armés d'un tonfa ou d'une matraque, c'est bien beau. Mais aujourd'hui, on voit que malheureusement, la délinquance ne respecte plus rien. Et donc, ils doivent pouvoir se défendre pour nous défendre. Regardons d'ailleurs quelques indicateurs de la sécurité. Ça va mieux sur les cambriolages dans la capitale, moins 23% en un an, mais hausse sur les homicides, plus 18%, violence hors cadre familial, plus 12%, violence sexuelle, plus 7%, ou encore l'usage et du trafic de stupéfiants, plus 10%. Alors ça, ce sont des hausses en un an. Est-ce que votre police municipale, elle pourrait intervenir sur ces faits-là ? Alors le bilan, en dehors des cambriolages qui ont diminué, toutes les atteintes à la personne ont augmenté. Le plus traumatisant, mais on est certes traumatisé quand on est cambriolé, mais c'est d'abord quand vous prenez des coups, excusez-moi. Et ça, c'est une explosion. Est-ce que notre police municipale changerait les choses ? Oui, bien sûr qu'elle changerait les choses, parce que, vous l'avez dit d'ailleurs dans votre reportage, la police municipale, c'est un complément de la police nationale. J'étais avec Mathieu Vallée, qui est mon collègue député européen, ancien commissaire de police hier pour visiter 2 commissariats. Les policiers nationaux font un très bon travail, mais par moments, il y a besoin d'effectifs. Je vous prends 2 exemples concrets. Oui, c'est un peu ce que dit justement la gauche, c'est que c'est à la police nationale de faire ce travail-là. Elle dénonce bien sûr, cette gauche parisienne, la baisse des effectifs de policiers nationaux. Est-ce que les villes doivent prendre le relais de l'État là-dessus ? Bien sûr. Oui. Non, aujourd'hui, il y a une répartition des rôles. C'est ce qu'a refusé toujours la mairie de Paris pendant des années en disant « la sécurité, ce n'est pas notre job ». Aujourd'hui, il y a une répartition des rôles. J'allais dire tout ce qui est enquête, tout ce qui est sécurité le plus sensible, c'est la police nationale. Ils sont formés, ils sont armés, ils sont équipés. Mais il faut aussi une police municipale qui soit aussi équipée et armée pour tenir le terrain. Je peux vous prendre 2 exemples rapidement ? Allez. Rosa Parks, j'y suis allé pour la 3e fois hier. Vous avez des camés qui traînent partout, la population est excédée, et en réalité, vous avez une patrouille de police qui fait son job, qui fait des rondes. Sauf qu'il y a un moment, le meilleur moyen pour que tous ces gens-là partent, c'est d'avoir, pendant une certaine période, 10 ou 20 policiers qui soient présents en permanence. C'est ce que vous comme dit, ça c'est une expression de Mathieu Vallée, il faut mettre du bleu, quoi. Il faut mettre du bleu. Idem, prenons par exemple, c'est moins heureusement dangereux et moins dramatique, mais c'est tout aussi insupportable, ce qui se passe autour de la Tour Eiffel. Vous avez les vendeurs, et tout le monde se balade là, les lois sont violées, les revendeurs à la sauvette le font sans aucun problème. Et bien là aussi, et dès qu'il y a 2 policiers qui arrivent, tout le monde s'évade et puis tout le monde revient.
Il est évident que si on veut être présent, il faut une police municipale, il faut des effectifs. Et je rebondis là-dessus. On propose 350 policiers, mais réorganisés en 7 brigades. 7 brigades spécialisées. Absolument. La première, d'abord, c'est à peu près 25 pour le tiers ou le quart, on verra, des policiers. C'est mis à disposition des arrondissements. Parce que je pense que dans les arrondissements, on sait où est-ce qu'il y a des points sensibles. Il y a des endroits où il n'y a aucun problème. Cette police municipale, elle serait pilotée par les maires d'arrondissement ? Cette police municipale serait pilotée par la mairie centrale, mais les maires d'arrondissement auraient une sorte de quota où ils définiraient les missions. C'est-à-dire qu'il est évident qu'il y a des lieux... voilà, il vaut mieux mettre, excusez-moi, des policiers municipaux en appui aux Halles que devant l'Élysée. Voilà, parce qu'il y a des endroits où il n'y a pas de problème. Deuxièmement, on voudrait qu'en dehors de cette police de proximité qui serait mise à disposition des maires d'arrondissement, on veut rétablir un certain nombre de brigades. Par exemple, une brigade spécialisée dans la lutte contre la drogue. Voilà. C'est la mission de la police nationale, mais par moment, il faut aider la police nationale. Il y a un projet de loi qui pourrait il y a un projet de loi dans les tuyaux qui devrait, je l'espère, passer. Et pour élargir les compétences de la police municipale, vous y êtes favorable. Le temps avance, on va parler mobilité, on va recevoir dans quelques... Non, juste avant, d'abord, quelques petites questions politiques. Je vous propose d'ailleurs, sur cette question de la sécurité, d'écouter Nelly Garnier, c'est la porte-parole de Rachida Dati. Ça fait 25 ans que la même équipe est au pouvoir. Si nous gagnons, si la droite gagne, si une politique de sécurité doit gagner, ça se sera sur le fil. Parce que c'est comme ça. Parce que Paris n'est pas une ville où on peut se permettre de disperser ses votes. C'est pour ça que nous, on dit aux Parisiens, aujourd'hui, il y a une seule candidate qui est en mesure de gagner et de mener cette politique sécuritaire, c'est Rachida Dati. Le vote utile, c'est Rachida Dati. Le vote utile, c'est au deuxième tour. Au premier tour, on choisit, au deuxième, on élimine. Ensuite, vous me permettrez de dire que Rachida Dati a une énergie folle, mais j'ai toujours l'impression que c'est au service d'une carrière et pas au service de sa mission. Je vais vous poser une question. Tiens, vous êtes journaliste. Vous pouvez me citer... Ben moi, je ne réponds pas aux questions. Mais non, mais vous avez... Écoutez, alors je la pose aux téléspectateurs. Ça fait 2 ans qu'elle est ministre de la Culture. Et elle devrait démissionner dans pas très longtemps. Tous les jours, elle doit démissionner. Enfin, voilà. Écoutez, est-ce que quelqu'un peut citer une réforme qu'elle a fait dans ce ministère où pourtant Dieu sait que quand on veut faire quelques économies, il y a des marges de manœuvre? Eh bien, voilà. Pour le moment, je cherche désespérément. Il y a eu tentative de réforme de l'audiovisuel public, par exemple, mais c'est vrai que c'est pas la culture, c'est la communication. Vu la composition de l'Assemblée nationale, c'est un petit peu difficile de faire passer des projets de loi. Vous avez parlé de la communication, mais pas de la culture. Je vous reste désolé, dans la culture, il n'y a rien qui a été changé depuis 2 ans. Et donc, il ne s'agit pas de dire on va changer. Jugez les gens, et je le dis aux électeurs, jugez les gens en fonction de ce qu'ils ont fait et pas en fonction de ce qu'ils disent. Parce que c'est tellement facile d'avoir de beaux programmes, c'est plus difficile de les mettre en place. Alors, il y a Rachida Dati, mais il y a aussi, surtout, Sarah Knafo qui vous fait concurrence. Sarah Knafo qui arrive d'ailleurs à capter une part de l'électorat de Rachida Dati et une part de votre électorat, et qui a été donnée qualifiable au second tour dans un sondage il y a peu. Elle a douché vos espoirs, Sarah Knafo? Ces espoirs non, pas du tout. Vous savez, Sarah Knafo était avec Éric Zemmour au présidentiel. À un moment, il doublait Marine Le Pen et il fallait même que Marine Le Pen se retire. À la fin, il a fini à 6 ou 7%. Vous espérez qu'elle... Mais non, une campagne, ça se joue jusqu'à la fin. Ça joue jusqu'à la fin. Je pense que, par exemple, moi, je ne fais pas des campagnes ni des programmes avec ChatGPT ou en choisissant les codes couleurs à la mode mais chez cette les influenceurs. Elle a quand même des résultats, visiblement. Il reste 5 semaines de campagne. On parlera tout à l'heure des mobilités. Moi, je trouve quand même que quand, par exemple, on ne connaît même pas le prix du pass Navigo, il y a de quoi, ou qu'on croit plutôt que c'est 50 € l'année, ça prouve qu'on est un peu déconnecté des réalités. Les réalités, ça ne s'apprend pas par ChatGPT. Elle a rétropédalé en estimant qu'elle s'était trompée sur l'année et pas sur le mois, enfin bon, et en incluant la part des entreprises. J'ai compris que vous étiez indulgent, mais même non, si... mais vous avez raison en plus, mais bon, il y a des prix publics et les Parisiens savent combien ils payent. Mais son positionnement, est-ce qu'il ne correspond pas plus justement à l'électorat parisien? Celui de Reconquête. Mais attendez, moi je ne fais pas de la politique pour me positionner en fonction d'un électorat, je fais de la politique en fonction de ce que je crois. Vous savez, en politique, il y a... je travaillais avec un certain Charles Pasqua, il disait souvent, en politique, certains veulent convaincre, d'autres veulent plaire. Je ne cherche pas à plaire, je cherche à convaincre.
à convaincre qu'aujourd'hui, il y a des mesures énergiques qui doivent être prises à Paris, qu'on ne peut pas calculer des programmes comme ça par ordinateur systématiquement. Et puis, je le répète, c'est mon défaut. Je suis le doyen de cette élection. Ça a fini par arriver dans la vie. Mais regardez ce que j'ai fait. Par exemple, vous avez parlé tout à l'heure de Valréas. J'ai été élu 9 fois dans le Vaucluse. Je n'ai jamais été battu entre maire, député. Parce qu'en général, je tiens mes engagements et j'ai décidé à un moment de partir. Alors, dans cette campagne, vous faites l'objet d'une plainte de la Fédération de la Maison des Potes. Une plainte pour provocation à la discrimination, à la haine et à la diffamation envers les étrangers. Pourquoi ? Parce que dans votre programme figure la priorité nationale sur l'accès au logement social. Mesure qui ne pourrait, ça vous l'avez rappelé, entrer en application qu'après avoir changé la loi. Or, pour l'association, vous menez campagne sur une mesure illégale. Voilà pourquoi elle a déposé plainte. C'est quand même extraordinaire que dans ce pays, quand on dit en clair, il va falloir modifier une loi, on ait une plainte. Parce qu'en clair, vous avez raison, qu'est-ce que j'ai dit ? J'ai dit notre priorité, c'est quoi pour les HLM ? Les Parisiens qui travaillent. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, dans les commerces, il y a un problème pour loger les employés. Et ensuite, priorité aux Français quand la loi sera passée. Ce que je dis simplement, je ne suis pas imbécile, je sais très bien que tout cela est impossible aujourd'hui. Mais je vous rappelle que si le Rassemblement national, Marine Le Pen ou Jordan sont élus, la première mesure, ce sera un référendum sur l'immigration. Et c'est une mesure prévue dans ce programme. Quand je vois que, par exemple, quand des sans-papiers stationnent devant la mairie du 20e arrondissement et qu'un certain nombre d'entre eux ont, pas un grand nombre, un certain nombre d'entre eux ont des HLM, je me dis quand même que pour tous ceux qui attendaient, c'est quand même une sacrée gifle. Vous voulez permettre à 40 000 locataires du parc social, je vous laisse reprendre un peu d'eau, vous voulez permettre donc à 40 000 locataires du parc social de devenir propriétaires de leur logement. Oui. Comment vous comptez les aider ? On compte les aider par des prêts personnels et aussi, tout simplement, on pense que les gens deviennent responsables et que le parc est beaucoup mieux entretenu quand ils deviennent responsables. Chacun rêve d'être propriétaire. Ce qu'on propose, c'est effectivement des prêts personnels pour ces gens qui se rendraient propriétaires de leur appartement. C'est aussi une manière pour dégager des ressources, pour faire en sorte qu'on puisse construire pendant le mandat de nouveaux HLM. Quel objectif, justement ? 40 000 aussi ? 40 000. 40 000 nouveaux HLM oui. Sur le prochain mandat, si vous êtes le but, attendez, on est à frère, 25%, soyons clairs. Moi, je n'ai pas l'objectif d'avoir 40% d'habitations à loyer modéré comme la gauche. Il y a des lois. Donc l'objectif, c'est de rester à 25%. Voilà, vous avez tout compris. Très rapidement, le PLU bioclimatique limite les constructions à Paris à 37 mètres de hauteur. Vous voulez libérer et permettre la construction d'immeubles de 8 à 10 étages. Sur certains axes, bien sûr, oui. pas quand ils sont à proximité. Les Parisiens ont envie d'air, ont un peu ras-le-bol de cette densification. Est-ce que ce n'est pas un peu à contre-courant, cette proposition ? Non, je pense que si on veut faire baisser le prix de l'immobilier dans certains axes, il faut pouvoir rajouter 1 ou 2 étages. Ça s'est fait dans plein de villes. Et vous savez, au 8e ou 7e étage, on a aussi beaucoup d'air frais. Et deuxièmement, je pense qu'il faut lutter contre tous ces terrains abandonnés, ce qu'on appelle les dents creuses, qui par moments sont dans des quartiers où soit il faut construire, soit les transformer en parking, parce que là aussi, dans notre programme, on veut rajouter plus de 25 000 places de parking. Il y a une autre mesure qui est un peu à contre-courant par rapport à ce que proposent l'ensemble des candidats, c'est le retour de la limitation de vitesse sur le périphérique à 90 km/h. Bertrand Lambert, notre spécialiste mobilité, va venir dans quelques instants vous interroger sur le fond et on l'accueille tout de suite. Bonjour Florent. Bonjour Bertrand. Notre journaliste mobilité donc, qui présente Parigo tous les samedis notamment. Il va vous passer au grill donc, sur ce thème de la mobilité. C'est parti pour 4 minutes. Bonjour Thierry Mariani. On va parler de ce périphérique que vous souhaitez voir revenir à 90 km/h en vitesse limite. Ça serait un bond en arrière de 33 ans, puisque le périph' n'est plus à 90 depuis 1993. Concrètement, qu'est-ce que vous en entendez en termes de gains de mobilité pour les Parisiens ? Parce qu'il y a des moments... Alors d'abord, le périphérique, vous le savez aussi bien que moi, la plupart des gens qui l'empruntent ne sont pas parisiens. Mais je pense qu'aujourd'hui, on peut tout à fait, avec des panneaux, modifier la vitesse de circulation. Et par exemple, la nuit, je vois pas, quand on est obligé de rouler lentement alors qu'on pourrait aller beaucoup plus vite sans le moindre danger, c'est quelque chose qui me semble souhaitable. Donc oui, nous souhaitons rétablir cette limite qui existait il y a de nombreuses années. Mais pourtant, c'est un peu contre-intuitif, mais plus on augmente la vitesse limite, plus en fait la vitesse moyenne baisse. On va voir un chiffre. Quand la vitesse limite était à 80, on roulait en moyenne la journée à 32 km/h.
Quand elle est passée à 50, on est passé à 34 km/h. Est-ce que c'est pas aussi parce qu'il y avait plus de véhicules? Il y avait un petit peu plus de véhicules à l'époque. Il y a 20% de. Non, mais je veux du dire, à coup, on chaque roule fois, plus le vite. nombre de véhicules a On roulait plus augmenté. vite. Non, le nombre de véhicules sur le périph' a diminué. Dans l'intervalle, il y a 20% de véhicules en moins sur le périph'. Donc c'est juste que c'est contre-intuitif, c'est un petit peu la mécanique des fluides. C'est comme votre robinet, quand vous le mettez trop rapidement. Bah, votre écoutez, moi bouteille je se pense que remplit moins vite. quand il n'y a aucun problème de circulation sur le périphérique, les gens doivent pouvoir aller un peu plus vite, voilà, c'est tout. Et je le répète, on peut tout à fait mettre des panneaux qui vont jusqu'à 90 quand le trafic le permet. À 2h du matin ou à 3h du matin, je ne vois pas quel est le problème. Effectivement, c'est ce qui réduit les bouchons quand ça s'est fait aux Pays-Bas et en Hollande. La dynamique de la vitesse. Effectivement. Mais si on a baissé la vitesse, c'est aussi parce qu'on pense aux riverains et à la qualité de vie des riverains. Il y a 100 000 personnes qui sont tout autour du périph', même 500 000 si on élargit à 500 mètres autour du périph', ça fait quand même pas mal de monde, dont 360 000 Parisiens. Donc ce sont vos électeurs. Ils sont exposés à des taux de pollution 2 fois plus élevés que dans le centre de Paris, 6 fois plus élevés que les limites de l'OMS. Alors on leur dit quoi? Tant pis pour vous? Écoutez, franchement, je pense que si les gens circulent un peu plus vite, notamment la nuit, ça ne va pas changer grand-chose à la santé des Parisiens. Pour la qualité du sommeil, quand même. Voilà. Il y a 3 décibels Par en moins contre, la nuit. si on veut vraiment changer les choses, il y a un moment où il faut commencer la couverture de certaines parties du périph' qui ne sont pas couvertes. Ça coûte très cher. On l'a mis dans notre programme. Notre objectif, c'est simplement, je le répète, couvrir une partie. C'est plutôt la partie qui est du côté de la porte Champéret pour nous qui est prioritaire. Mais il est évident que je ne pense pas que cette limitation très temporaire à 90 km à l'heure va changer grand-chose. Alors on en vient aux questions flash, des questions simples, réponse rapide. Est-ce que vous êtes favorable à la réouverture des voies sur berge aux voitures? Non. Non, attendez, si vous permettez quand même. Non, je pense qu'aujourd'hui, je suis favorable à l'aménagement des voies sur berge. Voilà. On ne peut pas revenir en arrière sur certains sujets comme ça. Là aussi, je sais qu'une candidate veut couvrir les voies sur berge. Sarah Knafo. Voilà. J'ai cru savoir qu'elle a chiffré ça à 60 millions. Je vous conseille d'interroger les professionnels de la. Oui, des c'est travaux très improbable comme chiffrage. Il manque un zéro. Vous parlez très peu de vélo dans votre programme. Pourquoi aujourd'hui il y a un Parisien sur 2 qui Absolument. fait du vélo au moins une fois par semaine? Question toute simple, est-ce que vous voulez souhaiter le doublement de la piste de Sébastopol, qui est aujourd'hui la plus chargée de Paris, qui fait l'axe D'abord, nord-sud? je parle peut-être pas beaucoup de vélo, mais je vous signale que quand j'étais ministre des Transports, je suis le premier ministre des Transports à avoir fait un plan vélo. Alors pour en cette 2010. piste-là. Voilà. Après, ce que je dis, c'est un moratoire sur les pistes cyclables. Aujourd'hui, je pense que pendant 2-3 ans, il faut faire certains points de la circulation. Vous avez des endroits où c'est complètement excessif. La caricature, c'est la rue de Rivoli. Mais aujourd'hui, il y a 2 fois plus de déplacements qui se font à vélo qu'en voiture Oui, dans d'accord, Paris. mais on a besoin aussi de maintenir un tout petit peu quand même de part de voitures dans Paris. On ne peut pas avoir à certains endroits, quand il y a 3-4 voies, une seule voie de voiture. Je dis l'exemple caricatural, c'est la rue de Rivoli. Je ne suis absolument pas contre les voies cyclables, mais par moments, ça a été fait en dépit du bon sens. Il manque sans doute une voie de bus, effectivement, sur cette rue de Rivoli. Le stationnement payant des 2 roues motorisées, Non. stop ou encore? Stop. Et le stationnement plus cher pour les SUV, c'est pareil, stop ou encore? Stop. Même s'ils prennent un espace démentiel sur la voie publique, puisqu'ils sont beaucoup plus longs, ils sont plus larges. Ils sont Oui, plus mais je gros, pense que de toute façon, plus moi, accidentogènes. je trouve que ce n'est pas le principal problème à Paris. Le stationnement aujourd'hui, qu'on mette ou non des SUV, aujourd'hui, il est extrêmement difficile. Le principal problème aujourd'hui, c'est que la ville de Paris affiche clairement dans son programme, la majorité actuelle, de faire disparaître encore plusieurs milliers de places de stationnement. Dernière question, la ville à 30 km/h, stop ou encore? Ça dépend des axes. Toujours pareil. Voilà, je pense que cette règle où on fixe une limite pour la totalité de la ville, 30 km, c'est très bien pour certains axes. Il y a des axes, je pense, où on pouvait continuer à 50. 58% des Parisiens sont favorables aux 30 km/h, selon un sondage Ipsos BVA qui était sorti en décembre. Oui, mais je persiste à dire qu'il y a des axes où, par moment, vous roulez à 30 à l'heure, quand les gens les respectent la vitesse, et qu'on peut aller beaucoup plus vite. Plus vite, pardon. Merci beaucoup Bertrand pour cette interview mobilité. On va continuer à dérouler votre programme.
Et peut-être, on était sur la question d'aménager la ville, on va peut-être rester sur les grands projets. Donc, votre grand projet, ce serait la couverture d'une partie du périphérique. Non, notre grand projet, d'abord. Il y d'abord, aurait d'autres. je vais vous dire, je pense que les Parisiens, d'abord, le grand projet, c'est remettre Paris en ordre. Remettre Paris en ordre, c'est pas forcément laisser sa trace avec un ouvrage quelconque. Vous voyez, par exemple, en matière de grands projets, je pense que quand je vois la situation de la voirie et des trottoirs à Paris, ça peut sembler peut-être banal, mais le grand projet, c'est de s'occuper des Parisiens et de leur vie quotidienne. Le grand projet, c'est de s'occuper de la sécurité. Je ne suis pas persuadé qu'on ait besoin de faire encore des ouvrages somptuaires où, par moment, refaire une grande partie de la voirie, c'est aujourd'hui nécessaire. Vous voulez réviser les projets Tour Eiffel Trocadéro, Champ de Mars, École militaire et celui de la place de la Concorde. Trocadéro, ça a été plutôt amélioré depuis. Et place de la Concorde. Il vous dérange le projet là, qui est en cours hein. Oui, qui est en cours. J'avoue que je préférais très clairement l'ancien. Voilà, je suis assez sceptique sur ces projets où on met partout des grandes places minérales et où à la sortie, c'est très rapidement dégradé, squatté par un certain nombre de personnes. Vous voulez planter 50 000 arbres. Oui. Vous les planterez où? Principalement dans les 2 grandes forêts, on peut dire, ou parcs qui sont... pas dans Paris. Quelques-uns dans Paris, mais 50 000 arbres, en priorité, c'est d'abord densifier à nouveau le bois de Vincennes ou le bois de Boulogne. Et après, oui, des arbres dans Paris. Mais quand je vois certains projets où on a planté 5-6 arbres au milieu d'une place totalement, j'allais dire, désormais, qui n'est plus végétalisée et qui coûte une fortune, je pense que ce n'est pas la bonne direction. Un sujet dont on a encore peu parlé dans cette campagne, c'est celui du commerce. L'organisation patronale, la CPME, a alerté sur l'explosion des défaillances d'entreprises. Alors, les grandes structures et l'écosystème tech, par exemple, se portent bien, mais l'économie de proximité subit, je cite, des frictions systémiques. Ce sont les mots du président de la CPME d'Île-de-France, Bernard Cohen-Haddad. Comment est-ce que vous comptez aider les commerçants parisiens? D'abord, c'est un vrai problème qui s'est accentué depuis 2014. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, à peu près 11% des commerces sont vacants. Paris, jusqu'à présent, avait été épargné. Et pourtant, le commerce, ça reste, j'ai regardé les derniers chiffres, 180 000 emplois dans Paris. Comment on compte revoir cela? Plusieurs pistes. D'abord, je ne vais pas le répéter à chaque fois, mais on va dans une ville et on va acheter quand on peut circuler, quand on peut stationner et quand on se sent en sécurité. Vous voulez faire revenir 20 000 places de stationnement. On veut faire revenir 20 000 places de stationnement. On veut aussi qu'il y ait un certain nombre de commerces qui puissent se recréer. Et là aussi, on a un plan 1000 commerces, 50 millions sur 5 ans pour justement aider des nouveaux entrepreneurs à s'installer par un système de primes ou de garanties. Tout ça, je le dis, en liaison avec les organisations professionnelles commerciales. Dans le précédent mandat que j'avais, on réimplantait un certain nombre de commerces, mais on étudiait les dossiers pour savoir s'ils étaient farfelus ou sérieux avec les organisations de commerce existantes. Et puis, je pense qu'il faut un vrai plan de circulation dans Paris. J'ai l'impression la zone à trafic limité, vous l'abandonnez? La zone à trafic limité dans totalement. Oui, totalement. Oui, je pense que le plan de circulation aujourd'hui n'est pas perçu dans son ensemble et que la mairie de Paris actuelle a fait au cas par cas. Mais tout ça, au cas par cas, des fois, ça donne des résultats aberrants. Alors, il y a plein de choses encore dans votre programme. Il y a une partie de votre programme qui n'a pas encore été dévoilée, c'est la culture. Vous avez été directeur des co-régies d'Orange pendant 20 ans. Président. Le directeur, c'est lui qui choisit les artistes. Excusez-moi. Je gérais le budget. Quel projet vous auriez-vous pour la culture à Paris ? Non, mais alors ça, déjà, je vais vous dire, il y a un tissu culturel magnifique qu'il faut préserver, mais je pense à un moment aussi qu'il faut un peu rationaliser. Quand je vois certains lieux culturels qui sont subventionnés et reconduits de manière systématique, quand j'ai été, vous l'avez dit, responsable de la culture dans le Vaucluse, qui est un département, on me dit, parmi ceux qui ont le plus d'activités culturelles, le Festival d'Avignon est le plus connu, le co-régie d'Orange aussi. Par exemple, on avait contracté avec les troupes de théâtre professionnelles. Qu'est-ce qu'on avait contracté ? Il y a un moment où on ne peut pas se contenter de dire la culture, c'est toujours déficitaire. C'est vrai que c'est déficitaire. Mais il y a des normes acceptables. Et il y a un moment où, par exemple, on avait passé le mot est peut-être grossier pour certains acteurs culturels, un certain nombre de contrats sur le nombre de productions, sur le nombre de journées jouées, etc. Il y a certains lieux aujourd'hui qui sont sous-exploités. Après, il est évident que la culture restera une activité qu'on privilégiera, mais là aussi, on ne s'interdit pas de revoir
dans les subventions. Le montant des subventions à Paris est quand même un peu, par moment, excessif. Très rapidement, côté sport, est-ce que le Parc des Princes et le PSG, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on vend le Parc des Princes au Paris Saint-Germain? Est-ce qu'on garde le Parc des Princes, propriété de la mairie de Paris, au risque de voir partir le Paris Saint-Germain? Non. Je pense que, d'abord, le Paris Saint-Germain, si ma mémoire est bonne, a le stade jusqu'en 2044. Mais c'est vrai que si on veut lancer des projets, il faut les faire à l'avance. Non, je suis contre la vente de ce lieu à un club particulier. Voilà, excusez-moi, mais je suis contre la qatarisation de la capitale, quoi. Voilà, je sais que le Qatar rêve d'acheter avec son club ce lieu. Je pense que c'est le stade du PSG. Et ils sont prioritaires, mais il doit pouvoir aussi servir à d'autres manifestations. Eh bien, merci beaucoup Thierry Mariani d'être venu inaugurer cette série d'entretiens. Rendez-vous pour vous déjà le 15 mars pour ce premier tour des municipales. Et puis nous vous donnons rendez-vous dès demain à 11h20 avec une autre candidate. Ce sera Sophia Chikirou. Allez, à demain. Bonne journée.